Salut à tous, du coup on est parti pour le deuxième atelier de la journée du mardi 13 avril, de la semaine étudiante du développement durable, qui est consacrée du coup à l'alimentation. Et pour ce jour, on propose la conférence Je veux tout savoir sur le bio, avec Sauveur Fernandez. Du coup, Sauveur, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors d'abord, merci à l'université de m'accueillir sur ce sujet, je l'espère, qui pour vous va être passionnant parce qu'il y a plein de choses à dire et qui vous concerne surtout parce que vous êtes étudiant. Alors avant d'enclencher, je me présente professionnellement. Je suis Sauveur Fernandez et je suis d'une manière, on va dire, professionnelle, consultant en innovation et en marketing des produits bio. Donc j'aide les marques, les distributeurs et les interprofessions sous la bannière de l'éco-novateur, principalement à anticiper et à prévoir ce qui va se passer dans 5 ans. C'est très important parce que quand on conçoit des lignes de produits, par exemple, il faut à peu près en fait un an. Ça demande énormément de temps et bien sûr d'argent. Donc on espère que le produit aura ce qu'on appelle en marketing le vent dans le dos, qui va donner envie d'être acheté pendant au minimum 4 ou 5 ans. Voilà. Donc j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine et j'ai eu une longue carrière professionnelle vu mon âge et à partir de la quarantaine, crise de la quarantaine aidant et crise aussi vachole à l'époque, je me suis dit que j'allais peut-être être le luxe dans ma carrière professionnelle d'avoir une fiche de salaire, non pas pour vendre de la merde, excusez-moi le terme, mais des produits que j'aurais moi-même envie d'acheter, tout simplement. Ce qui peut paraître incroyable, mais à mon époque et encore aujourd'hui à notre époque, on peut très bien travailler sur des choses qui ne nous concernent pas tout en étant passionné et qu'on n'achèterait pas, qui au fond n'est pas tout à fait normal. Et si je peux te poser une question, tu travailles pour quel type enfin, tu vendais quel type de produit à ce moment-là? C'est Je alimentaire? travaillais dans une grande chaîne de l'agroalimentaire industriel, le genre de boîte dont on n'entend jamais parler, mais qui est omniprésent dans notre quotidien, à savoir à l'époque de Sanders, c'est-à-dire il y avait une viande sur trois et un œuf sur quatre qu'un Français consommait provenait de ce groupe. Soit l'animal avait été nourri, soigné ou entretenu dans la longue chaîne de ses activités. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque de la vache folle, je mangeais bio déjà, vous allez pouvoir le constater depuis très longtemps, depuis votre âge en fait. Et on m'a demandé de défendre la vache folle et je savais pertinemment que mon groupe et toute la chaîne agroalimentaire de l'époque, on avait fait quelque part les cons, quoi. On avait rendu les vaches carnivores. Forcément, il y avait eu des petits effets secondaires, si on peut dire. Donc j'ai été très gêné là parce qu'on ne nourrit pas la main qui vous nourrit, hein. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Donc forcément, mon boulot, c'était pas d'être critique, mais de dire mais non, c'est bien, et vous mangez très bien, et vous vous nourrissez très bien, c'est une petite faute de parcours et sans plus. Voilà. Et au salon de Rennes, qui est le salon agricole, auquel on était présent tous les ans, le salon professionnel, j'ai essayé, j'avoue, j'étais pas très convaincu moi-même, de convaincre un éleveur de porc bio à cette époque, de dire que bah, il n'était pas de plus meilleure qualité que nous, que la vache folle. Encore une fois, c'était un petit incident de parcours. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, j'ai pas tout compris ce que vous avez dit, je sais pas quoi vous répondre, mais au fond de moi, je pressens que vous êtes un voleur. Alors là, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Il m'a fallu 3 ans pour quitter mon groupe, parce que j'avais quand même un très bon salaire, une secrétaire et tout ça. Et bon, ben voilà, quoi, je savais ce qui m'attendait. À l'époque, le bio, en 1997, il n'y avait qu'une poignée d'allumés pour y croire, c'était embryonnaire. Et voilà. Alors, si ça peut vous rassurer, j'ai jamais regretté. Au contraire, c'est peut-être une des plus grandes décisions et des plus belles que j'ai prises de ma vie, même si j'en ai bavé pendant 5 ans.
où j'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu mon boulot, mon appart, et pas ma femme, mais presque. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre progressivement. Voilà. Alors, on n'est pas là pour parler de moi. Je vous présente simplement mes références, si je peux dire. Je travaille tant pour des startups qui commencent à 2 personnes que pour des groupes, des multinationales, et en passant par des interprofessions. L'avantage, c'est que ça me permet d'avoir un excellent regard hein, sur tout ce qui se passe. C'est quand même mon rôle, si on veut prévoir ce qui va arriver. Et d'enseigner aussi. Ça représente à peu près 20% de mon temps. J'enseigne surtout pour des professionnels. Mais j'ai longtemps donné des cours à l'ISCOM aussi, la deuxième plus grande école de publicité de France, à des étudiants en fin de parcours en 4e et 5e année. Voilà. Et les startups et les multinationales, les entreprises que tu accompagnes, donc eux, ils sont spécialisés sur la production de produits bio ou ça touche d'autres. Il y en a qui sont spécialisés dans le bio, mais le bio est un domaine qui évolue très vite. Et même des professionnels qui travaillent dur, qui ont le nez dans le guidon, ont besoin d'une personne comme moi ou mes collègues pour leur ouvrir leur chakra, si je peux dire. Quand au grand groupe, on était il y a 3-4 ans à une époque où ils faisaient plus appel à des agences de com qu'à des gens comme nous, pour leur dire tout va bien, mes enfants, continuez donc à dormir. On est plus vertueux que les bio, mais c'était du limite et même farouchement greenwashing. C'est plus le cas quand même depuis à peu près 4 ans. Là, entre-temps, je suis devenu expert pour le magazine économique Les Échos, donc un d'experts. Je suis leur expert pour la bio sur la France. Et j'ai formé en 4 ans à peu près une centaine de grandes marques. Donc en fait, quasiment tous les grands groupes de l'agroalimentaire et cosmétique et santé pour leur apprendre à faire de la bio en fait tout correct. Et là, il n'était plus question d'avoir de la communication, c'était de leur dire qu'il fallait qu'ils bâtissent des filières, ce genre de choses. Là, je ne rentre pas trop dans le détail, hein, ce n'est pas le but. Donc, il n'empêche que ne croyez pas que c'est sympa, on n'a pas besoin d'en savoir plus, puisque ces grands groupes, ils nous proposent que des très bons produits. Oui, pour 5 ou 6%. Donc si vous ne faites pas attention, vous avez encore 95% de chances d'acheter honnêtement de la véritable cochonnerie. Voilà. Donc, concrètement, j'ai plusieurs champs de spécialité que vous trouvez ici, qui peuvent être intéressants pour vous en tant qu'étudiant. Mon cursus principal, c'est prévoir les tendances qu'on appelle la prospective courte. Mais je fais aussi beaucoup de psychologie du consommateur. Là, on rentre dans le champ de la psychologie. C'est-à-dire que j'utilise à peu près les mêmes outils que vous, mais pas pour soigner des gens, mais pour leur vendre des produits. Ce que je sais faire et ce qu'on m'a appris à faire. Sauf que là, ce sont des bons produits. Donc ça a quand même une bonne mission, une mission noble. Si l'on peut dire, je travaille autant pour des marques que pour des points de vente et leur donner des conseils dans tout domaine. Tu veux, je peux te lancer sur la première question. Ce qu'on disait, tu viens de parler de produits qui étaient du coup de bons produits, donc de produits bio. Et je dis, qu'est-ce qui différencie alors les produits bio des autres produits? Qu'est-ce qui permet de différencier? Est-ce que c'est l'éthique qui met dans la production? Est-ce que c'est peut-être bête de dire ça comme ça, mais ce qui la compose, les composés de ces produits-là? Alors, les différences avec un produit, ça c'est une très bonne question. Il y a quoi comme différence? C'est énorme. Quand vous allez vous acheter un hamburger, par exemple, le cas de la France est un peu différent, suite à d'énormes pressions environnementales, mais si vous passez, c'est un peu difficile avec le Covid, mais imaginons que vous passiez des vacances aux États-Unis et vous vous trouvez à prendre un hamburger dans un McDo, dans une chaîne.
Je ne sais pas si vous avez la diapositive sur le petit poussin. Vous pouvez peut-être la passer si elle fonctionne. Sinon, ce n'est pas grave. La chaîne agroalimentaire actuelle pour les animaux, on ne peut pas dire que ce soit la fête. Hein. On soigne mieux notre chat que nos vaches, que nos cochons et que nos poules. Ce que je suggère à une poule, c'est de se réincarner en chat, si elle croit en la réincarnation. Qu'est-ce qui se passe pour un élevage en batterie en allant très très vite? Ben, c'est simple, il est devenu hyper spécialisé. Il y a des naisseurs dans les porcs, dans les poules, qui font naître des petits poussins qui ne voient jamais le jour, hein, tout au long de cette chaîne. Quand le poussin a atteint une certaine taille, on castre ceux qui ne conviennent pas, qui sont mâles, etc. Et on les donne à des engraisseurs, ça c'est le terme qu'on donne pour les cochons, où on va les engraisser à un stade final et ensuite pour les finisseurs. Donc c'est une chaîne très longue et très complexe qui fait que l'animal ne vit pas dans son milieu naturel. Il passe toute sa vie dans des hangars. Il est nourri de manière artificielle et il est bourré d'antibiotiques, à la fois pour le protéger des maladies et aussi parce qu'on s'est aperçu que ça favorisait bizarrement la recroissance et le temps et de l'argent pour l'agroalimentaire industriel. En Europe, en France, les normes, encore une fois, sont devenues plus strictes, grâce d'ailleurs à la vache folle. Donc, si vous regardez la vie d'une plante, si ça vous intéresse, vous dites, ah ben moi, ça ne me concerne pas parce que je suis vegan. Je sais qu'il y a des véganes, des végétariens, de plus en plus chez les jeunes. Ben, c'est guère reluisant. Hein. La plante, elle est de plus en plus cultivée sous serre, les fameuses tomates en hiver, donc ça veut dire qu'elle ne voit pas non plus la lumière du jour, et surtout, elle est nourrie artificiellement. C'est-à-dire que les racines dans une plante qui vit sa vie de plante, elle est supposée prendre son alimentation du sol. En fait, elle continue toujours, mais sauf que le sol, il est artificiel, ce qu'on appelle, elle est nourrie aux engrais NPK, l'azote, le phosphore, etc., qui viennent du pétrole. Donc, la plante peut manger et nourrir au pétrole. Donc ça, je pense que sans aller trop dans les détails, ça vous donne une petite indication sur la qualité de la nourriture que l'on ingère. Mais s'il n'y avait que ça irait bien. Mais par exemple, regardons le cas d'une pizza. Dans une pizza, si vous achetez une pizza, ici dans la diapo c'est marqué industriel, mais une pizza pour vous donc normale, vous avez à peu près 150 ingrédients. C'est un peu surprenant parce que la pizza, longtemps, c'était l'aliment du pauvre. Il était fait de manière très simple, un petit peu de légumes, du blé, de l'eau, on chauffait le tout avec un peu de sel et c'était tout. Vraiment un aliment sain. L'agriculture industrielle, l'agroalimentaire a trouvé le moyen d'en faire un monstre, un Frankenstein, qui a l'apparence d'une pizza normale parce qu'elle est délicieuse, sauf que son apparence de bonne texture, de délice, elle est complètement artificielle, elle est provoquée par les additifs. Dans les fameux 150 ingrédients, vous n'avez quasiment que des additifs. Vous en avez un petit en fait exemple. Donc ça reste un peu comme pour une maquette d'avion, c'est pas la réalité. Donc, posez-vous la question, sans aller plus loin. Est-ce que ces 150 ingrédients qui font tout pour faire croire que c'est une pizza, est-ce que ça va bien me nourrir? Personnellement, j'ai un doute. Quand vous regardez à côté de quoi est composée une pizza qui est bio, j'ai mis pizza pour les étudiants, hein, vous en doutez, c'est l'aliment symbolique de la vie estudiantine, et ben des ingrédients en général, vous en avez 4. Alors, ça fait partie des questions suivantes. Oui, mais est-ce que la bio, elle ne nous arnaque pas? Est-ce qu'il y a des
Le contrôle, par exemple, eh ben, je peux vous répondre. Peut-être qu'il y a de l'arnaque, pourquoi pas. Mais quand vous avez que 4 ingrédients et 150, mathématiquement, il y a peut-être moins de risques d'arnaque. Il n'y a pas que les pizzas, pour celles et ceux qui croient qu'ils sont tirés d'affaire parce qu'ils n'aiment pas les pizzas, ça concerne tout le monde. Je présume qu'il y a des gourmands parmi vous. Cette fois-ci, j'ai mis l'île flottante, c'est pas pour vous, c'est pour moi, parce que j'adore ça avec le tiramisu. Ah oui, meilleur dessert. Ah, d'accord. Et ben, l'île flottante, c'est pareil. Hein. Allez-y, hein. C'est un produit chimique qui ressemble à un aliment, c'est un produit chimique. Vous pouvez certes me poser comme question, mais comment ça se fait qu'ils arrivent avec 150 ingrédients à être moins cher qu'un ingrédient bio? Il y en a uniquement qu'une poignée. Ben, c'est des statistiques, hein, vous avez l'habitude des stats. Prendre 150 ingrédients très peu chers, ça coûtera toujours bien moins cher que 4 ingrédients beaucoup plus chers. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre affolant d'ingrédients. Donc, c'est simple, deux petits exemples. Je vais être un petit peu quelque part sadique. Ceux qui vont me dire, ah ben, ça ne me concerne pas, j'aime pas la pizza et l'île flottante, c'est pas mon truc. Là, je m'adresse aux filles. Si vous vous croyez tiré d'affaire, c'est une erreur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que on nourrissait les plantes avec du pétrole, mais vous mettez du pétrole sur le visage, mesdemoiselles. Une cosmétique classique, c'est une cosmétique qui vient du pétrole. Tout est fait à partir du pétrole et aussi des déchets animaux, qui n'ont pas de valeur, qu'on appelle coproduits, ces déchets qui n'ont pas de valeur, qui sont de manière presque gratuite pour l'agroalimentaire, avec quelques manipulations chimiques. On en fait de la vaseline, plein de choses qui sont très utiles pour une cosmétique. Donc évidemment, la tendance depuis une vingtaine d'années au naturel venant, ils ont eu la sagesse, les producteurs de cosmétiques, de vous introduire 2 ou 3 plantes nobles. Sauf que quand on regarde la composition INCI à l'arrière, les fameuses petites formulations en latin, on s'aperçoit que ça représente 0,01%, tout le reste c'est en fait du chimique. Sur cette diapositive, sur les cosmétiques, vous avez une cosmétique conventionnelle, une cosmétique bio, qui remplace le tout par des ingrédients naturels. C'est bien sûr ce qui explique que son prix est plus élevé. La formule, comme pour les aliments, elle est en général beaucoup plus courte. Et là, la bio est évoluant comme tout secteur. On arrive encore à une autre génération où de la dizaine, de quinzaine d'ingrédients, au lieu d'en avoir 30, 40 ou 50, où il n'y en a plus que 4, 5, 6. Vous voyez que déjà, je peux vous donner un guide quand vous, sans rien vous y connaître, vous vous amusez dans votre supermarché à regarder la composition, que ce soit pour une cosmétique ou un aliment. Dès que ça dépasse 5 ou 6, déjà, danger. Quand ça dépasse 10, c'est un aliment industriel. On a une question du chat de Tsuri qui nous dit bonjour. Bonjour. Est-ce que la cosmétique bio implique également que celle-ci ne soit pas testée sur les animaux? Oui, alors la réglementation maintenant, elle impose qu'il n'y ait plus de tests, que ce soit bio ou pas bio. Hein, donc ça, c'est réglé. Mais vous l'avez vu, vous n'êtes pas tiré d'affaire parce que vous pouvez toujours acheter une bête, excusez-moi, c'est le terme que j'utilise, cosmétique, qui ne sera pas testée sur les animaux, mais toujours autant bourré de chimie de synthèse. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. D'ailleurs, c'est vrai, n'hésitez pas à poser des questions du coup sur le live Twitch. Et on transmettra ça à Sauveur pour qu'il réponde directement. Oui, surtout, mesdemoiselles, que je bosse pas mal dans la cosmétique, hein, pour pas mal de marques. C'est un domaine que je connais bien. Et d'ailleurs, pour être plus performant, je suis abonné à Marie-Claire. J'adore papoter cuisine, chiffon et cosmétique avec les filles. Voilà.
Alors, comment est fabriquée ma crème de beauté, hein, c'est un petit résumé que ce qu'on a fait avec du pétrole et déchets animaux. Le code INCI, il a été en latin, il a été fait par les lobbies pour la petite histoire pour être très imperméable, très opaque. Et les industriels n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils mettent des formules en avant. Donc, ils ont fait des pressions par lobby interposé pour que ces formules soient le plus opaques que possible, pour pas trop qu'on fasse de différence. Mais maintenant, le consommateur a évolué et on trouve très facilement sur Internet, hein, si vous tapez sur Google par exemple un produit qui vous paraît louche, Google il vous dira automatiquement ce que c'est. Voilà. Il y a des labels par rapport aux produits. Oui, il y en a plein. Il y a le label Cosme Bio qui est le plus connu. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop du genre autodidacte ou à vous renseigner à fond sur un produit, regardez déjà ce label-là. Et là, vous êtes assuré d'avoir à minima un produit en fait correct. Je dis à minima parce que même dans un label, vous pouvez avoir en bio une crème hydratante à 3,50 €, ce qui n'est pas cher, et vous pouvez l'avoir à 30,50 € avec le même label. Voilà. Ça veut dire qu'à 3,50 €, l'industriel, il va faire ce qu'on appelle de la bio à minima. Il va faire strictement ce qu'exige le label. Il ne fera pas un petit poil d'effort en plus. Il va prendre des actifs qui sont corrects, mais bon, sans plus. Alors qu'une marque qui peut être quasiment 10 fois plus chère, c'est même courant, elle ira beaucoup plus loin que ce que n'exige le label. Elle aura d'autres labels, hein, comme le label par exemple vegan, des labels RSE, des labels de Made in France. Et elle utilisera des actifs nobles en plus grande concentration. Donc en clair, hein, même en bio, déjà quand même, il vaut mieux acheter une crème bio à 3,50 € qu'une crème industrielle à 7, 8 ou 10 €, croyez-moi. Mais après, plus vous mettez de la qualité, mieux votre peau vous remerciera. J'ai répondu? Oui, alors c'est aussi une petite phase de responsabilisation parce que dans ces diapos de Fanny achète un soin visage, vous ne pouvez pas quand même vous dire, moi je suis autonome, je ne veux pas que l'État se mêle de mes affaires, je veux décider de ma vie. Et à un moment, quand on attaque sur ces produits, de dire, ah ben c'est scandaleux, moi je veux des super produits, mais sous-entendu, je veux quand même qu'ils restent pas chers. Et je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas me renseigner, et je veux bien sûr du top pour presque rien. Non, pour être responsable. Si vous ne faites pas d'efforts, on vit dans une société qui fait tout pour que vous achetiez de la cochonnerie. C'est le prix à payer. Donc je vous invite, d'ailleurs c'est bien parti, à vous renseigner un petit peu, sinon vous n'assisteriez pas à cette petite interview. Comme tu as dit, d'une manière générale, il vaut mieux payer un produit qui est labellisé bio, même si c'est l'entrée de gamme, plutôt qu'un autre produit qui serait peut-être plus cher mais industriel. Ah oui, maintenant la bio se démocratisant, on en trouve en GMS. Si vraiment vous n'avez pas de sous, vous pouvez acheter de la bio moins cher. Ce sera déjà beaucoup mieux, un énorme pas et un énorme progrès que d'acheter un aliment de marque sans les citer, mais c'est simple, c'est tout le reste, c'est tout ce qui n'est pas bio. Donc oui. Ça déjà, je pense que c'est le premier conseil que je donne, c'est ça. Continuez à faire ce que vous faites, à pas trop vous renseigner. Courez à la chasse au prix quand on est étudiant, c'est normal. Mais du moment qu'il y a le label bio, c'est déjà pas mal. Alors, on rentre dans le bio, parce que le bio, vous avez vu, déjà une caractéristique du bio est dans la formulation. Les formules en général sont très très courtes. Et qu'est-ce que c'est que le bio? Alors, le bio, là je vous montre la définition standard, hein, qui a le mérite d'être bien.
qui est innovante. L'agriculture biologique répond à un cahier des charges, etc. Vous l'avez sous les yeux. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle a été écrite, ce cahier des charges a été écrit quasiment en 1930. Il y a un siècle. C'est-à-dire que la bio était quand même visionnaire. Vous imaginez en 1930, en 1920, tout juste aux sorties de la Première Guerre mondiale, quasiment. Déjà, aux États-Unis, à cette époque-là, on va développer un tout petit peu plus après, en 1880, l'agriculture industrielle avait en fait déjà frappé. Les engrais artificiels de synthèse, les fameux NPK, ont été inventés par les Liebig en 1870-1880. Ils avaient déjà les moissonneuses à vapeur, des champs en fait immenses, et les Américains s'étaient engouffrés dans ce domaine-là, ce qui leur permettait très rapidement de fournir de l'aliment en très bon marché et qui poussait bien plus vite. C'est la caractéristique des engrais NPK, ça fait pousser les plantes très vite. Donc, une quarantaine d'années plus tard, en 1920-1930, on avait eu le temps, certains visionnaires, ils étaient très peu nombreux, ont eu le temps de se dire qu'il y avait peut-être c'était un peu trop idéal. Ils se sont méfiés et ils ont dit de manière prémonitoire que de donner de la chose de synthèse, ça n'allait pas être bon sur les sols, pour la pollution de l'eau, pour les animaux, pour les plantes. Et ils avaient raison. Donc ils ont créé cette charte-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, dans cette diapositive, je vous ai mis en avant uniquement les points qui sont les plus importants, les modes de production, transformation, l'environnement, et pour le goût, et ni colorant, ni arôme bombes chimiques, et qui, en 2020, sont devenus complètement de l'actualité, très tendance. Ça, un autre avantage de ce label, parce qu'il y en a beaucoup d'autres que, sans les citer là, qui prétendent être mieux que le bio, le Bleu Blanc Cœur, le HVE, je ne les critique pas à 100% parce qu'ils ont le mérite d'avoir plein de labels, c'est bien aussi, ça veut dire que la société a des prises de conscience, mais ils ont tous un défaut, c'est qu'ils ne sont pas aussi équilibrés que le bio. L'avantage du bio, c'est qu'il vous garantit pour l'apport en pesticides, en intrants phytosanitaires, en additifs, en goût, en bien-être animal, il n'est pas donc parfait dans tous les domaines, mais il est très équilibré. Et encore à l'heure actuelle, en 2020, pour moi, c'est le label qui est en fait le meilleur, tout simplement parce qu'il est équilibré. Pour vous prendre une petite métaphore simple, quand on a des jambes, on avance mieux qu'avec une jambe, et on avance mieux qu'avec une jambe surdéveloppée, une jambe atrophiée. C'est un principe d'équilibre. Je suis du signe de la balance, je suis très sensible à ça. Donc, ça vous montre aussi la complexité des critères. Hein. Il faut regarder s'il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais, le bien-être animal, etc. Donc, là, dans la diapositive sur comprendre le bio et ses atouts en 10 points, je me contente de le survoler. Donc vous avez ici, ça vous intéresse, je pense qu'Issam, ce sera un plaisir de vous transmettre les diapositives, où vous aurez tout le loisir d'avoir toutes ces informations-là. L'avantage du bio par rapport à l'agriculture industrielle, on peut les résumer en une dizaine de points. C'est un label qui est très équilibré, c'est un label qui est très ouvert, ça progresse en permanence. Vous avez dû entendre parler de la permaculture, peut-être de l'agroforesterie. Donc c'est un label encore enfant. Et il ne faut pas oublier que l'agriculture industrielle, elle a presque 2 siècles, quasiment, hein, minimum 1 siècle et demi. Et elle a bénéficié de recherches et de moyens financiers extraordinaires, et que la bio a progressé avec une poignée d'acteurs sans argent.
Et malgré tout, elle a déjà trouvé, et sur des recherches qui n'intéressaient en fait que personne, et elle est déjà très performante à l'heure actuelle, et elle sera, je pense, et j'en suis certain, encore beaucoup plus performante dans un siècle. Sur la partie des points 6, 7, 8, 9, 10, elle est précurseur des tendances alimentaires. On va le voir dans la partie du consommateur. Un consommateur bio est plus mature qu'un consommateur normal qui aura tendance à se faire embobiner facilement par une belle accroche et un beau visuel de publicité. Et étant plus mature, c'est lui qui fait la mauvaise tendance. Par exemple, les produits sans sang, sans sucre, sans lait, le vrac, ou les produits végétariens ou donc vegan sont nés dans le milieu bio. Tu penses que les consommateurs de bio sont plus matures que on va dire, les consommateurs lambda? Mais oui, pour une raison simple. C'est très simple. Ils s'informent. Est-ce que vous vous informez quand vous achetez un aliment? Soyez honnête. Est-ce que tous les consommateurs de bio s'informent aussi quand ils achètent un aliment? Ça dépend. Il y a trois types. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Mais il y a trois types de consommateurs. Hein. Il n'y en a pas un et qu'on distingue par degré de sensibilité. Mais on peut dire que même un consommateur de GMS qui achète un bio un peu comme ça, qui aura plutôt le prix, sera prêt à mettre un peu plus cher, mais guère, lui commence quand même quelque part à se renseigner. Justement, dans la partie d'une question, le consommateur bio, qui est cet animal? Ben, cet animal, c'est l'autre, bien sûr, mais c'est vous aussi. Vous ne le savez pas encore. En fait, c'est vous parce que votre génération, elle est beaucoup plus écologique que la nôtre, même si vous n'avez peut-être pas la sensation de l'être. Mais je pense que parmi vous, j'interroge Islam, par exemple. Est-ce que tes parents t'ont demandé de fermer l'eau du robinet quand tu te brossais les dents? Ouais, à peu près. Bon. Oui, Ça vous paraît normal? Ben moi, dans ma génération, ma mère disait exactement le contraire. Pour bien te brosser les dents, tu dois bien couler l'eau du robinet et c'est plus facile pour te brosser les dents. C'est comme ça qu'on a fait des générations de pollueurs. C'est une approche en fait cognitive, pour utiliser un langage de psychologie. Vous, on vous a déjà mis quelque part un marqueur, un limiteur de pollution par ça dans votre enfance. Donc, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça a déjà fait quelque part un marqueur où il y a des limites à ne pas dépasser. Ce qui fait d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard, que dans la génération Z, qui est la vôtre, qui est née à partir de 1987, vous êtes, sans le savoir, vous serez pire que moi. C'est-à-dire que Eh ben, vous serez farouchement pour le bio et même pour un super bio. Dans l'ensemble, en moyenne, il y aura toujours des gens qui s'y intéresseront pas, mais je pense que vous serez la génération qui allait faire progresser la bio et les produits naturels d'une manière plus forte que la nôtre. Alors, ce consommateur, il ne faut pas le prendre comme une espèce de dieu et de star qui achète bio. Ah, c'est pas moi, il y en a plusieurs. On le voit dans cette petite bande dessinée. Hein. Il est bourré aussi de paradoxes. Avant d'aller plus loin, on va parler de vous, de la génération Z. Les chiffres indiquent très très clairement que vous êtes plus sensibilisés que dans ma jeunesse, enfin moi non, c'est un peu faux parce que durant ma jeunesse, j'ai été très sensibilisé et je faisais partie des 1 pour 1000. J'étais avec le recul une exception faramineuse. À mon époque, par exemple, le terme bio n'existait pas. Les premiers magasins bio devaient s'appeler épicerie fine. Parce que s'ils mettaient bio, les gens ils ne savaient pas ce que c'était. Ça vous donne une idée.
Donc, cette génération, moi, quand j'avais votre âge, elle a disparu. Maintenant, vous savez bien sûr ce que c'est que la bio, et vous êtes, bon, ben, vous intéressez pas que à la bio. La caractéristique de votre génération, c'est que vous êtes à minima, parce qu'il y a plusieurs sortes de génération Z aussi, bien sûr, et vous êtes plus sensible que nous à l'aspect social, le chômage, la lutte contre les droits, à l'environnement, au bio. Il y a beaucoup plus de véganes ou des végétariens chez les jeunes de votre génération que dans la mienne, etc. Donc en fait, cette génération-là, elle est très intéressante. Voilà, là dans cette diapositive, je rentre un petit peu plus dans le détail pour ceux que ça intéresse. Cette génération-là, elle est très intéressante parce que il faut attendre que jeunesse se passe. Hein. Vous êtes jeune, vous avez peut-être, il faut que vous réussissiez vos études. Vous pensez à la fête que vous allez avoir, à vos aventures, à vos histoires de cœur, à vos premières histoires de fric aussi. Je pense que votre vie, elle est bien remplie. Il faut que jeunesse se passe, c'est tout à fait normal. Mais quand vous aurez 26, 27 ou 28 ans, l'âge du premier enfant, qui est en moyenne, hein, l'âge des premières responsabilités professionnelles, vous allez, et d'un salaire un peu plus conséquent, vous allez pouvoir respirer de ce côté-là. Là, je pense que vous allez devenir une génération féroce. Et aussi qui est plus cultivée, qui est plus diplômée, et j'ai hâte de voir ça. Je pense que la génération après nous suivra la même, on va dire la même orientation un peu. J'ai l'impression que les personnes qui sont nées dans les années 2000, 2010 plutôt, que les jeunes enfants sont beaucoup plus sensibilisés que notre génération à nous sur les problématiques environnementales. Oui, parce que je ne l'ai pas dans les diapos, mais comment dire, on va faire de la psychologie du corps social. Un corps social, c'est comme un être humain, ça vous le savez, là je le simplifie, il a des rêves. Un être humain, il est mu par un rêve. Je veux avoir un bon travail, une super nana ou un bon emploi, ou je veux être pompier, et c'est ce rêve-là qu'il n'a pas. C'est une étoile polaire, qui est son rêve à lui, qui n'est pas forcément celui du voisin. Hein. Donc ce rêve-là, il donne du sens à sa vie. C'est aussi simple que ça. Une société, c'est pareil. Elle a un rêve qu'elle a envie à atteindre, qu'elle n'a pas atteint, c'est ce qui la drive. On désire toujours ce qu'on n'a pas et qui font de notre condition du bonheur. Le marketing du corps social, ça s'appelle un imaginaire. Et en prospective, ça s'appelle un paradigme. C'est quelque chose de très simple, une petite phrase très simple qui peut s'écrire sur un timbre-poste, qui ne concerne pas vraiment le cerveau dit analytique, mais plutôt l'hypothalamus, le cerveau reptilien, qui drive toute une société pendant un temps donné. Au début de 1960, les startups de l'époque, par exemple, qui étaient la GMS et les grandes marques, elles ont compris ce que voulait le français de alors, qui était résumé par un petit mot très simple, Big is beautiful. Ils voulaient une grosse bagnole, un gros coffre, le petit panier de la ménagère qui d'ailleurs, dans votre génération, il vient en force, il revient, a été remplacé par le caddie. On voulait avoir une grosse maison, un très bon emploi, un très bon salaire. En fait, la condition du bonheur était résumée par la quantité. Un premier coup de semence à cette fascination de la société pour le bonheur par la quantité a été donné par un écrivain qui s'appelait Schumacher au début des années 1970, qui a fait frémir les écologistes, à défaut d'émoustiller les Français moyens. Il s'appelait Small is Beautiful. Il était un petit peu tôt. Il m'a sensibilisé, moi, dans ma génération, mais comme je l'ai souligné, on était vraiment une minorité. Sauf que maintenant, 70, ça remonte à une cinquantaine d'années, vous commencez, sans vous en rendre compte, à être attiré
par la performance, par le moins. Je fais remarquer que le succès du sans gluten, du sans sucre, du zéro déchet, des formules courtes, qu'est-ce qu'on peut distinguer comme point commun dans ces trois tendances? C'est de moins en moins quantitatif. Et oui, c'est-à-dire que moins il y a de choses, plus c'est performant. Et ça, c'est une révolution comme il n'en arrive que 2 par siècle. On est en train de changer le logiciel, le moteur, qui est ce fameux paradigme. Une société, on a changé ce logiciel maître et on le remplace par un autre. Alors évidemment, la complexité de la chose fait qu'un imaginaire, c'est quelque chose de vivant, une espèce de boba bestiole qui ne veut pas mourir. Et cet imaginaire-là du Big Beautiful, il est encore en apparence bien vivant. Quand on va dans une grande surface un samedi matin, c'est bondé. Sauf que les grandes surfaces, petit à petit, elles s'érodent. Tous les chiffres l'indiquent et le client est de plus en plus intéressé par cette performance, par le monde. Donc il s'est passé quelque chose. Pour répondre à ta question, Islam, c'est que ces imaginaires, en général, ils durent minimum 50 ans. Et c'est même le tout début. C'est-à-dire que non seulement vous, vous allez être sensible, mais vos enfants et les enfants de vos enfants. Après, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Personne, tout le monde s'est planté en prospective longue à partir de 50 ans. Donc, je ne vais pas être prétentieux, je ne me hasarde pas. Par contre, je peux garantir, en utilisant d'ailleurs les outils de la psychologie, c'est pour ça que la psychologie c'est passionnant, c'est un domaine qui me passionne, en utilisant ces outils-là, on peut arriver en termes de consommation, de désir sur la bio, sur l'écologie, on peut arriver à mieux prédire ce qui va arriver. Tu vois, j'ai l'impression que selon moi, c'est pas moins, qu'on n'est pas plus attiré vers le moins, mais plus vers le mieux. On n'a pas besoin de grosses quantités, mais on est plus passé à la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu remarques bien la discussion, le critère de qualité que tu formules, il repose sur quoi? Justement, pas forcément sur la quantité en soi. Sur là? Pas forcément sur la quantité. Oui, ben voilà. Il repose sur d'autres critères, qui est un certain équilibre. C'est la notion de prix juste qu'on trouve très couramment en bio. Je suis toujours intéressé par un certain prix, parce que la vie est dure, il faut le reconnaître. Hein. On n'est pas des milliardaires loin de là, ni vous, ni moi. Mais on a conscience que quand même la qualité a un prix. Donc on fait des arbitrages. Mais ça, avant cet arbitrage-là, il n'existait pas. On veut donc du pas cher et on part du principe que ce soit à pas cher ou très cher, on aura toujours une même qualité d'ingrédients, ce qu'il faut. J'ai répondu là ou... Ah ouais. Alors, ce fameux consommateur, il y a une diapositive qui est mutation, qui montre un tableau. Là, je ne vais pas dans les détails, mais simplement vous dire brièvement que vous avez 3 catégories de consommateurs, du moins sensibilisé au plus sensibilisé. Ce n'est pas une question d'argent. Un petit peu une question de culture, parce qu'un fils de professeur il sera naturellement plus informé qu'un fils d'ouvrier dans la Creuse. C'est un petit peu logique. Mais c'est fondamentalement pas non plus une question d'argent, parce que je connais des gens qui gagnent 50 000 € par mois et qui font leurs courses chez Lidl, sans être radin. C'est simplement que dans leur mode de vie, ils sont convaincus que la nourriture, ça ne vaut pas la peine d'y mettre, et c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont mettre des moyens. Donc c'est vraiment cette histoire d'alimentation, c'est pas une histoire de moyens. Même quand on est étudiant et qu'on doit vivre avec, peut-être survivre avec 400 ou 500 € par mois. C'est d'abord une histoire de culture, mais cette culture elle évolue. Donc on va souvent, ça démarre dans la diapositive suivante. À quel moment devient-on consommateur? Il y a plusieurs moments qu'on appelle des shifts.
La venue du premier enfant, qui vous pend au nez, hein. Si on se fie aux statistiques, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 5 ans. Voilà. Ça 22 ans, Théo, non? Ouais. Ouais, Ah. 25. Ça, c'est archi. En fait, c'est en bio, donc c'est classique, hein. Problème de santé, plutôt des gens de mon âge qui se croyaient en bonne santé et ils s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes et de vessie et de prostate qui est beaucoup plus rapide que ce qu'ils pensaient et ça fait un choc. Ça peut être dû à des intolérances, au fait qu'on s'intéresse au vin, qu'on va tester le bio et que petit à petit. Enfin bref, il y a pas mal de raisons, hein, qui fait qu'on bascule en bio. Et vous remarquerez que même dans ce cas-là, il n'est pas question d'argent. C'est d'abord une histoire de culture ou de sensibilité d'une personne qui se dit que peut-être qu'une bonne santé, ça passe par moins de produits chimiques, etc. Et ce consommateur qu'on appelle le primo-entrant au début, qui veut faire un petit effort sur l'argent mais pas trop, il bascule vers le sensible, qu'on appelait dans les années 2000 le bobo, qui est bourré de contradictions, qui veut acheter bio et défendre le petit paysan, mais ça n'empêchera pas pour ses vacances de prendre l'avion et d'aller aux Seychelles. Il ne regardera pas trop sa consommation ou de travailler à la bourse ou dans l'armement. Il va pas, ou dans une centrale nucléaire. Il ne va pas trop s'interroger. Mais bon, il est quand même de bonne foi et il s'informe vraiment. Et bien sûr, après, il y a l'engagé, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10-15%, mais c'est lui en général qui il est important pour deux raisons en termes de psychologie de consommation, parce que ce 10-15%, il achète 2 à 3 fois plus que les autres, il achète presque tout en bio, si ce n'est pas tout, et c'est un influenceur, soit pour ses propres amis, soit aussi pour s'il est blogueur ou qu'il a une présence de médias, il va bien sûr influencer plein de gens. Donc, et il fait aussi, moi, il m'intéresse ces gens-là parce qu'ils font la tendance. L'expérience montre que ce qu'ils font, quand ils s'intéressaient au sans sucre il y a une dizaine d'années ou aux produits locaux, eh ben, on ne sait pas trop exactement quand, entre 5, 10 ou 15 ans, mais on sait que le reste de la population va suivre. C'est des indices parmi d'autres pour arriver à anticiper les tendances. Voilà, je ne m'attarde pas, vous avez les diapositives si ça vous intéresse. La troisième question. C'était du coup, parce que j'ai pas les questions dans le même ordre que toi. Ah, c'est pas grave, je vais la faire alors. Vas-y, je te laisse faire. Existe-t-il une sorte de label pour le bio? Qui contrôle? Je précise que c'est pas moi qui ai fait les questions, c'est en fait islam, j'ai un côté donc feignant, je me suis reposé et j'ai trouvé ça très pertinent. Alors, est-ce que ça triche dans le bio? Et on ne vit pas au paradis, hein, on vit sur Terre, des magouilleurs, il y en a partout, et honnêtement, il y en a dans le bio aussi. Mais, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, quand il n'y a que 4 ingrédients et 150, le bon sens en généralité c'est un peu plus difficile. Après, vous pourrez me dire, oui, mais même sur un ingrédient, comme il n'y en a que 4, sur du blé, par exemple, sur une crêpe, oui, c'est vrai. Il y a des scandales de temps à autre où un bon bateau qui a des tonnes et des tonnes de blé, on s'aperçoit que c'est du blé industriel qui a été trafiqué par des faux papiers, que sur un coup de baguette magique, il s'est transformé en blé bio. Ça arrive. Mais en général, ça ne vient pas du bio. C'est de la mafia, c'est des professionnels de la triche quoi, qui font ça. Et sans aller à ces extrêmes-là, est-ce qu'un petit producteur peut tricher? Pendant très longtemps, c'est encore un petit peu le cas. Quand même, faire du bio, c'était pas donc facile. Il fallait avoir des motivations. On ne faisait pas ça pour l'argent, même si c'est en train de changer. Donc, avoir des magouilleurs quand c'était pas facile, en général, les gens qui trichent, ils vont là où c'est aisé.
Et puis même à supposer que malgré tout ça se fasse, en général je retourne la question. Ben oui, mais les bons de magouilles, c'est partout. Donc pareil, si un éleveur n'a pas le droit de mettre tant de pesticides sur ses plantes, s'il a peur de perdre sa récolte, il n'hésitera pas à en mettre 3 fois plus. Donc, oui, ça peut tricher et c'est normal. Hein. L'être humain, il est ce qu'il est, mais pas plus qu'ailleurs. Et les contrôles, ils sont quand même féroces. D'ailleurs, dans la diapositive suivante, vous avez le label AB qui a deux facettes, un label pour le client qu'on montre et un label d'un organisme certificateur, dont le plus connu est COCERT. On est obligé de mettre la mention de l'organisme certificateur et qui montre qu'il y a effectivement des contrôles. Alors il y a ceux, les perfectionnistes qui disent qu'il n'y en a pas assez, il y en a trop, ils ne viennent pas et au bon moment. C'est vrai. Je pose une question aussi, qui met en place ces contrôles? Est-ce que c'est l'État du coup? Ou des organismes privés qui sont chargés de faire ça? Non, le label appartient, c'est peu connu, à l'État. C'est un label de l'État. Et le label européen appartient à l'Europe. Mais l'organisme certificateur, il y en a plusieurs, ils sont indépendants. On a fait ça pour répondre à ta question, pour éviter justement d'être jugé parti. Et ils vivent que de ça. Et leur intérêt, c'est de faire du bon boulot, sinon on les remplace par un autre. C'est un bon système qui peut tricher, on peut toujours tricher, c'est évident, mais c'est quand même plus difficile parce que les personnes sont motivées pour garder leur poste, tout simplement. En plus, il y a d'autres, ça c'est le label officiel, mais une marque engagée qui veut justifier d'un prix plus élevé peut prendre des labels bio qui ont un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un ensemble de règles qui fait que le label existe sur les additifs que l'on peut mettre, par exemple, qui sont encore plus rigoureux, comme le biocohérence, le nature et progrès, Déméter. Je ne rentre pas dans les détails. Et je vous ai mis les 6 plus connus pour vous montrer qu'avec tous ces labels-là, dont chacun a aussi des contrôles, là, ça montre quand même d'une manière très simple qu'il y a de la rigueur. Et par exemple, toi qui avais travaillé dans des entreprises qui faisaient de l'agroalimentaire non biologique, et maintenant que tu travailles avec des entreprises qui font plutôt du bio, est-ce que tu es informé des contrôles s'il y en a? Est-ce qu'il y a un secteur qui a plus de contrôles que l'autre? Ah non, 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 que tu sois, il y a des petits start-up qui sont deux, qui dans leur cuisine lancent des marques à Montpellier, même à Nîmes. Ils ont la même rigueur qu'un Bel, qu'un Fleury-Michon qui veut passer au bio. C'est les mêmes contrôles. C'est pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a des histoires d'échelle et les méthodos sont pas les mêmes, mais en termes de rigueur, c'est pareil. C'est indépendant. Donc bio ou pas bio, c'est à peu près les mêmes rigueurs de contrôle? Oui, mais le problème, il n'est pas là, comme je vous disais, derrière la rigueur apparente d'un label, on peut faire strictement ce que désire le label pour être le moins cher possible, et on peut aller beaucoup plus loin que ce que demande le label, parce qu'on n'est pas obligé de s'y coller, on est obligé d'être dans le minimum. Mais si on veut être encore plus rigoureux que les rigoureux, c'est encouragé. Donc les marques, les grandes marques qui se sont spécialisées, qui vendent en GMS, qui veulent faire du premier prix, elles auront le label et ce produit-là sera bien. Mais il sera, si une autre marque de pâte qui est moins connue est 2 fois plus chère, en général, elle a 2 fois plus aussi de rigueur et l'aliment est encore une fois de meilleure qualité. Mais pour vous rassurer, si vous prenez sans réfléchir, sans rien ni connaître, vous achetez en GMS un produit bio, c'est un pas de progrès fantastique.
rapport à ma génération. Et si vous voulez être encore plus rigoureux, n'achetez pas en GMS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des mauvais produits très moyens en GMS, ce n'est pas vrai. Mais si vous voulez être sûr sans trop réfléchir, poussez plutôt la porte d'un Lavis Clair ou d'un Biocop. Et là, vous aurez encore, l'aliment sera un peu plus cher en termes de moyenne, entre 10 et 15% ou 20%. Encore qu'il y a aussi des promos. Et là, vous aurez une qualité qui sera 10 ou 20%, donc plus cher, plus performante. Quand vous dites GMS, c'est grande et moyenne surface? Oui, c'est vrai, j'ai utilisé un terme un peu technique chez la grande distrib. C'est les 5 grands, c'est Carrefour, Auchan, etc., qui font d'ailleurs depuis à peu près 2016 du bon travail. C'est des bons produits. De produits bio. Oui. Après, le problème de ces grandes distributions, pour rentrer dans la psychologie du consommateur, c'est qu'ils ont des consommateurs qui progressent. Le consommateur de GMS n'a pas grand-chose à voir en 2020 avec celui de 2015, mais celui de la bio plus, il progresse aussi. Donc il a plus d'exigences, mais il est moins exigeant que celui qui pousse la porte d'un Biocop. Ça veut dire quoi? Que s'ils exagèrent trop sur le prix, le client il va dire non. Il ira voir ailleurs. Donc ils sont coincés par leurs clients. Ils veulent bien faire un effort, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop exagéré, que le prix soit trop excessif. Donc ils vont faire de la bio plutôt un minimum. Et la provenance, ça joue aussi. Admettons, s'ils sont sur des carottes bio, et qui ont été produites au Mexique. Du coup, parce qu'il y a aussi le prix qui joue sur la décision d'acheter bio ou pas, la provenance. Un consommateur, c'est une bonne question. Un consommateur de Biocop, de Biomonde, lui, il achetait une tomate qui vient, ou un fruit qui aurait pu pousser en France et qui vient pour des histoires de coûts de loin, il n'achètera pas. Il n'achètera que des fruits de saison. Donc, français. Pour l'ananas et pour la banane, bien sûr, c'est une autre histoire. En GMS, ils sont moins regardants, quoique les choses évoluent. On trouve encore des fruits qui viennent de loin, c'est ce qui explique que le prix il est 15-20% plus bas, il n'y a pas de miracle. La GMS, elle ne fait pas d'ailleurs le cadeau. Elle ne vous fait pas de cadeau. Vous avez 15-20% moins cher, il y a 15-20% de caractéristiques qualitatives en moins. Après, si on est fauché, il vaut mieux acheter une tomate bio qui vient du Chili qu'une tomate industrielle, on ne sait pas trop d'où elle vient. C'est clair. Mais la GMS, comme elle a des consommateurs qui veulent bien progresser, mais qui sont moins avertis, moins matures, moins prêts à faire des efforts que dans d'autres circuits, cela ressent sur ce qu'elle offre. Je me dis un truc, les produits bio, même en entrée de gamme, qui sont vendus en GMS et dans les magasins spécialisés, est-ce que c'est le même prix ou est-ce qu'il y a une différence de prix entre les deux? Est-ce que l'un est plus cher que l'autre? Acheter dans un magasin spécialisé du bio, c'est moins cher qu'acheter du bio à Carrefour? Là, on rentre dans un domaine, en théorie, je dirais, parce qu'on peut discuter des heures, il y a des exceptions. En théorie, un Biocop qui interdit des légumes bio qui peuvent pousser sous serre, le label bio à minima, il autorise d'être sous serre. Donc ça pousse en hiver ou quelques mois avant la récolte normale. Ça consomme du pétrole. Et même si c'est fait en France, un consommateur de Biocop, il n'acceptera pas ça. Le Biocop ne l'accepte pas dans le cahier des charges. Ça doit pousser à l'heure où Dame Nature et elle a décidé. Il n'y a pas d'artificialité par un effet de serre. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que l'aliment est supérieur? Je pense que oui. Parce qu'il n'est pas sur le papier supérieur, il n'a que des valeurs sociales et éthiques en plus. Il est bon pour l'environnement, parce qu'il n'a pas fait tout ce trajet en avion qui pollue l'air. Il y en a qui disent qu'il est bon pour l'environnement, certes, mais il n'est pas meilleur bon pour l'homme, parce que tomate bio qui pousse au Chili et en France, c'est en fait c'est pareil.
C'est vrai qu'une tomate qui pousse à l'air libre au Chili et qui est faite dans des méthodes d'agroforesterie ou encore plus poussées, qui demandent un peu plus de temps, des variétés plus rustiques, qui poussent un peu plus lentement, elle sera de meilleure qualité que si c'est une tomate bio standard qui a poussé sous serre en France. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut discuter pendant des heures. Mais si vous ne voulez pas vous faire de mal de tête et faire cet effort-là, encore une fois, c'est simple. Vous n'avez vraiment pas de sous, vous allez acheter en surface. Vous êtes un peu plus exigeant, vous achetez dans un Biocop. En sachant qu'il y a des surprises sur les prix. Parce que la GMS a une image prix et des fois, elle fait des petites entorses à cette image. On a régulièrement des surprises de pommes, par exemple. C'est assez courant dans les fruits d'été qui sont même moins chers en magasin spécialisé qu'en GMS. Donc en fait, il ne faut pas se faire avoir, il faut être attentif. Ok, pourquoi ils feraient ça du coup? Pour donner une meilleure image de leur produit? Pour justifier la qualité par le prix? Si vous avez une excellente réputation dans un domaine, les gens ils vous font confiance. De temps à autre, vous allez peut-être faire des entorses à votre réputation et quand vous sentez que c'est dangereux pour votre réputation, vous allez revenir en arrière. Ça, bon. Et puis, ils disent à leur défense que s'ils sont plus chers, c'est qu'ils ont plus de déchets, ils se retrouvent avec plus de légumes que n'ont pas acheté les clients. C'est ça qui justifie, donc on peut discuter pendant des heures. Mais le mieux est d'être prudent et de regarder pour les prix. Pour l'instant, en 2021, un magasin spécialisé offre plus de garanties ou un véritable marché de producteurs qui a une bonne réputation, il y en a qui ont des moins bonnes qui sont faites pour les touristes, offre plus de garanties en termes de qualité qu'une GMS classique. On a une question du chat de Pampawood qui nous dit l'impact carbone est négligeable face à la qualité du produit ou faudrait-il simplement être plus raisonnable? Je n'ai pas tout compris de la question. Si vous... Alors si tu pouvais préciser ta question, mais je pense que c'est savoir si il vaut mieux justement, comme vous disiez, prendre une tomate qui vient du Chili plutôt et donc du coup qui voyage plutôt qu'une tomate qui vient de chez nous mais qui est qui a été moins bien travaillée entre guillemets. On pourrait pousser à l'extrême cette question en disant est-ce qu'il vaut mieux acheter un aliment, une tomate industrielle qui a poussé en France qu'une tomate bio qui vient du Chili? Voilà. Volontairement, je creuse la question. Après, même entre experts, on a tendance à se chamailler. De manière personnelle, je dirais que pour l'environnement, il vaut mieux acheter l'industriel, et encore, c'est très relatif, parce que le sol est pas mal pollué, quand même. Et pour sa santé, par égoïsme, je prendrais quand même la tomate Michi. La tomate qui a moins de pesticides qu'avant, la tomate industrielle, c'est vrai qu'ils ont la main moins lourde qu'avant, mais ils mettent quand même toujours des intrants, toujours des pesticides avec, sans rentrer dans les détails trop techniques, des variétés en fait hybrides, qui sont des variétés de plantes qui sont faites pour pousser vite, au détriment du goût et de la quantité de actifs, de phosphore, de magnésium que l'on peut trouver. Donc voilà. Encore une fois, c'est bien de poser ce genre de questions-là. C'est le signe, je ne connais pas la personne, mais d'une certaine maturité, donc bravo. Mais pour celles et ceux qui veulent encore une fois se dire ah, vous n'avez pas un conseil encore plus simple, je reinsiste. Demandez à ce qu'il y ait, vous vérifiez simplement que le label AB soit là, c'est déjà énorme. Ça peut poser une question aussi, du coup. Est-ce que les consommateurs de bio, ils sont écolos? Peut-être pas le primo entrant. Le primo entrant, je vous ai montré dans le graphique, il consomme bio surtout pour lui, parce qu'il a son premier gamin. Son docteur lui a dit qu'il a eu la main lourde sur la clope, ça lui a bousillé ses poumons, il a mangé trop de viande, il a les tuyaux des intestins un peu oxydés. Donc lui, il va manger bio, donc bon, ben pour lui ou pour sa famille.
pas forcément pour la planète. Après, quand on arrive au sensible, on a un mélange des deux, hein. Il y a des paradoxes, il y a plein de trucs, mais en général, il y a la planète qui se mêle. Après, l'engagé, la réponse est évidente. Mais vous, les jeunes, quand même, vous avez une sensibilité à l'environnement de manière très large, hein, l'environnement écologique, mais l'environnement humain. Les droits des femmes, ceci, cela. Vous êtes déjà plus sensible à ça. À cause, grâce au fait qu'on vous ait quelque part interdit d'avoir la main trop lourde sur le robinet quand vous vous brossiez les dents. C'est au final un ensemble de petits gestes et de petits mots au quotidien qui ont permis au final d'arriver à peut-être cette sensibilité qu'on peut avoir aujourd'hui. Je pense au final, tout est lié. Mais je me dis, elle vient d'où cette sensibilité en soi? Parce que depuis quand même 1870, tu avais dit que les premiers travaux sur le bio avaient été, en tout cas, est-ce que consommer bio, c'est préserver la planète? La question 3. Les premières questions datent du bio de 1920 à 1930 par plusieurs personnes, par une poignée qui étaient des professionnels, qui étaient des agronomes à l'époque, hein, donc des gens très très sérieux, seulement qui étaient plus prémonitoires que les autres. Mais ça a commencé à être mainstream avec une personne qui s'appelle Raquel Carson, qui de mémoire travaillait dans la psychologie d'ailleurs, et qui était aussi agronome, qui a constaté dès 1960 qu'il y avait beaucoup moins de biodiversité. Les oiseaux chantaient beaucoup moins au printemps et on commençait à avoir moins de coquelicots dans les champs. Donc, ce signe de perte de biodiversité qu'elle a perçu bien avant les autres, c'est ce que raconte le livre, elle a fait la corrélation entre l'abus de pesticides et de produits chimiques pour doper la croissance des plantes. Donc elle a été la première aux États-Unis à faire venir ces questions-là à un niveau plus mauvais public. D'ailleurs, les lobbies se sont déchaînés sur elle et ont brisé sa carrière. Donc elle l'a payé très cher. Mais grâce à elle, les écologistes ont pu se servir de ce livre-là au niveau mondial pour poursuivre leurs travaux et pour dire, etc. Et ça a mis bien sûr de l'eau au moulin qui existait une bonne cinquantaine d'années auparavant. 30 ans auparavant. Ensuite, il y a d'autres choses. Hein. C'est que l'agriculture industrielle est venue, on l'a vu, et elle a rendu la ville dévoreuse. Là, de manière originale, je ne parle pas tant des méfaits sur les pollutions des nappes phréatiques, tout ça, je pense que c'est assez connu, même de vous, hein, les médias en parlent abondamment, mais ça a transformé les villes en quelque chose d'un monstre qui a besoin d'énormément de champs et de matières premières qui viennent de loin, parce qu'avant, la ville se nourrissait en fait elle-même, jusqu'au 19e siècle. La fameuse ceinture périurbaine qui est constituée par les banlieues et les petits pavillonnaires, et bien avant il y avait des champs. Et la ville cultivait ses propres champs qui étaient juste à côté, c'était de l'agriculture locavore avant l'heure, et ça permettait de manière simple, avec plein de milliers de petits producteurs, alors que maintenant c'est des producteurs très concentrés, qui cultivent une seule plante sur des centaines d'hectares. Là, il y avait beaucoup plus de variétés. Les sols n'étaient pas mis à nu sur des grandes surfaces. Il y avait des systèmes de haies qui évitaient que le vent n'arrache les terres arables, par exemple. Donc, ça protégeait naturellement les plantes. Maintenant, elles sont moins protégées, plus agressées. On est obligé de mettre des produits chimiques pour les soigner parce qu'elles tombent malades plus souvent. Cette corrélation de l'agriculture, elle a une conséquence sur l'industrie agroalimentaire.
c'est qu'à partir de 1960, pour produire en quantité, souvenez-vous, on a parlé de ce changement de paradigme, où une société, pendant longtemps, elle a vécu dans le manque, dans la précarité, et suite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de 2000 ans de privation pour le français moyen, avec le riche ou le noble, ou le bourgeois, qui mangeait à sa faim une nourriture abondante. Ce que voulait le français moyen, qui était un paysan jusqu'à il y a très peu de temps, il voulait de la quantité comme les riches en fait. Et l'agroalimentaire a donc suivi. En fait, il y a trois grands acteurs qui ont suivi. L'agriculture industrielle qui a fourni des denrées de masse en masse, les transformateurs qu'on appelle les marques, qui ont transformé ça en pâtes, en nouilles, en sauce, en plats préparés, en crêpes, et les distributeurs, les gros distributeurs que sont les Carrefour, Auchan, les Leclerc, etc. Ils ont formé une espèce d'alliance pour produire un aliment de masse à pas cher. Et cette industrie agroalimentaire, quand on creuse, elle est devenue un Frankenstein. Encore à l'heure actuelle, puisque je rappelle encore une fois qu'il n'y a que 6% du marché bio. Tout le reste, il y en a peut-être 3, 4, 5% de plus qui sont presque bio par les labels rouges, ce type de label. Mais on a au strict minima 80% d'aliments où là, il n'y a pas vraiment de règles, c'est quelque part la roue libre. Un peu plus contrôlé en Europe, moins aux États-Unis ou ailleurs. Et cette fameuse industrie, je vous donne deux petits exemples. Elle vous trouve le moyen d'avoir la Hollande qui exporte des tomates qui sont pas chères donc au Maroc. Et le Maroc produit des tomates pour la Hollande. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Une autre incohérence, quand vous vous promenez dans les champs, vous voyez une vache. En fait, cette vache-là, le lait ne peut pas être pris et traité et embouteillé, transformé en yaourt, tout simplement mis dans des packs de lait. Il faut très souvent qu'il fasse au moins 150 à 200 à 300 km ou plus. On est obligé de le transporter loin, à 200, 300 km, pour qu'ensuite il revienne à 300 km. Ce que c'est de faire une agriculture plus locavore, c'est d'enlever ces aberrations de l'hyper-spécialisation par région. Où on va prendre des naisseurs dans les ports, je vous en ai parlé, et ils vont faire 50, 100 ou 150 km quand le petit porcelet est là pour qu'on l'engraisse ailleurs. Donc c'est un gaspillage insensé d'énergie et de transport, etc. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour vous faire comprendre que vous trouvez normal parce que c'est bien emballé dans des beaux emballages, il y a eu des agences de publicité, qui est le quatrième grand acteur d'ailleurs, c'est l'agence de pub. C'est comme l'aliment est devenu très banal, massifié, fait à des millions d'exemplaires, c'est devenu quelque part une pauvre chose, quoi. Bourré d'additifs pour le stimuler, pour qu'il ressemble à quelque chose de potable. Ben, on a dit aux créatifs, alors là quand même on y est peut-être allé un petit peu fort de carafe. Tu peux pas nous faire une super pub, un beau logo, une belle photo pour vendre ça, un beau rédactionnel, une belle pub. Voilà, en fait, c'est ces quatre grands facteurs-là. Ça nous amène naturellement à se consommer bio, c'est améliorer sa santé. Et ça, du coup, tu nous as bien répondu que... Ben, la diapositive, elle est éloquente. On vit dans une société qui semble propre, qui est fière d'avoir instauré la hygiène. On nous sort des images d'Épinal. Tu as vu au Moyen-Âge, comme ils étaient sales, ils se lavaient qu'une fois par an et au printemps, à 2 fois par an. Et, quel progrès, tout est propre. C'est un peu du cinéma, c'est une apparence propre. Ce qu'on oublie, c'est que le soir, quand on se lave fier, on se lave avec du pétrole. Et on se lave trop. Trop.
c'est vrai qu'avant, peut-être qu'il n'avait pas assez, il faut le reconnaître, parce qu'il sentait mauvais et il trouvait ça normal. Mais nous, on est allé dans l'excès inverse. C'est une hérésie de se laver tous les jours, même avec un shampoing et un savon bio. Tout simplement parce que dans la couche de sébum, vous avez une couche que sécrète la peau qui s'appelle le sébum qui la protège naturellement des agressions. C'est la surcouche de l'épiderme. D'ailleurs, quand on produit trop de sébum, c'est gras. Hein. Donc, si vous vous lavez tous les jours, vous enlevez cette couche protectrice et vous êtes supposé la rajouter par des plantes contenues dans le shampoing. Quand il est bio. Quand il n'est pas bio, il n'y a rien. Ça se contente d'enlever des bombes à saleté. Et votre peau, elle est à nu. C'est en fait dangereux parce qu'elle se fragilise, elle est attaquée en permanence et elle vieillit plus vite. Voilà. Donc, et puis quand vous achetez un meuble, le bois a été trafiqué, il émet ce qu'on appelle des polluants donc invisibles à très faible dose, à dose homéopathique, qui polluent une maison. Ce qui fait que quand on mesure l'air d'une maison en hiver, il est souvent beaucoup plus pollué, même à la campagne. Il peut être autant pollué que de vivre à côté du périphérique à Paris, alors qu'on vit dans la Creuse. Et comment on fait pour s'en débarrasser de ces polluants d'intérieur, à part aérer au moment où on achète le meuble? Est-ce qu'il y a un produit qu'on peut mettre, enfin un produit bio du coup, enfin, quelque chose pour se débarrasser de ces polluants? Non, parce que malheureusement, des meubles bio, ça existe, mais ils sont très chers. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je conseille plutôt d'acheter en occasion que trop neuf. Et surtout, il faut aérer sa maison le matin et le soir aux 10 minutes. Plus non, parce que, enfin, si, en été, vous laissez tout ouvert autant que vous pouvez, et en hiver, non, parce qu'après, la maison se refroidit et il y a du gaspillage de chauffage. Mais une très bonne attitude à avoir, et en fait, le matin, d'ouvrir 10 minutes, et le soir, avant d'aller se coucher. Donc la maison, elle reste chaude, elle se réchauffe très facilement, et vous aérez tout le reste. Ça, c'est une très bonne habitude à prendre et c'est ce qu'on fait nous. Voilà, je vous conseille pour améliorer votre santé de manger bio, hein, tout simplement, parce que vous avez un capital santé très très fort parce que vous êtes jeune. La notion de capital santé, c'est ce qui vient de la naturopathie, elle est très simple. Quand vous naissez, la nature vous donne, elle vous met de l'argent en banque. Voilà, de l'argent de santé. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous dormez mal, vous vous droguez, vous buvez de l'alcool à tout va, vous serez jusqu'à 40 ans, vous ne serez pas en moins bonne forme que le type qui a une bonne hygiène de vie et qui fait du sport. Moi j'ai tout compris, je suis en aussi bonne santé que toi, mais toi tu te restreins partout et moi je suis un gros fêtard et je profite de la vie. Jusqu'à 40 ans, oui. À 50 ans, ça s'inverse et à 60 ans, là par contre, il y a un prix à payer. C'est très courant, croyez-moi, j'ai 61 ans, je sais, tous mes amis sont dans ce cas-là. Le docteur il vous annonce qu'en même temps vous avez un début de cancer au foie et à la rate, vous avez un début de Alzheimer, enfin bref, que votre corps il a peut-être une belle apparence, mais toute la tuyauterie est archi-usée. Elle devrait être usée à partir de 80 ans et elle s'use maintenant à une cinquantaine d'années aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, on a constaté que l'espérance de vie, elle baisse depuis 10 ans, ce que peu de gens savent, et qu'avant, on allait pour des maladies sérieuses qui commençaient à 70 ans, elles commencent à 45 et à 50 ans et aux États-Unis, parce qu'ils ont mangé une à deux générations avant nous, industriels. Donc, d'où l'importance encore de veiller. Ça ne vous rendra pas forcément en meilleure forme, quoique non, parce que dans la concentration, dans les examens, cela joue quand même de bien manger. Ça, je l'ai vérifié régulièrement de manière empirique avec mes collègues ou autres. Mais et méfiez-vous de la publicité. Là, je vous montre une diapositive sur la bière est nourrissante, où la pub, elle essayait de convaincre, de donner de la bière au bébé. Et vous pouvez dire qu'on a dépassé cette époque-là. Non, la pub essaie toujours de vous convaincre
de choses, sauf qu'elle le fait avec des outils, des méthodes beaucoup plus fines. Mais on ne peut pas encore, dans les produits normaux, trop lui faire encore reconfiance. Et une question, moi, qui me tient pas à cœur, c'est comment on fait pour vous, étudiants, pour manger à pas cher. Ça me tient pas à cœur parce que la question 6, je rappelle que je vais vous montrer, vous voulez que je vous montre la photo quand j'avais votre âge? Elle est pas mal. Je vous montrais quand j'avais 25 ans. Peut-être un peu plus que vous, non? Vous avez 24? Non, moi perso, c'est mon âge. Un petit peu moins pour moi. Alors, alors, avant de vous montrer ma photo, je vais faire quand même. Non, voilà. Je vous montre ma photo. Excusez-moi. Bon, c'est moi. Voilà, c'était en 85. On m'appelait le hippie attardé. Voilà, j'ai été hippie dans les années 70. Et j'avais gardé la mode des cheveux longs qui commençaient à disparaître dans les années 80, mais je restais quand même ancré sur mes valeurs de la décennie précédente. À cette époque, j'étais un jeune photographe archi, méga, super refouché. J'avais quitté les parents depuis un certain temps et je vivais avec 400 ou 500 euros, mais mes parents, j'avais pas de bourse, ils ne me les donnaient pas. Et j'avais voulu être photographe et je galérais en fait comme un âne à faire des petits boulots de veilleur de nuit, aller mettre des pots de yaourt en rayon et en même temps essayer de percer dans la carrière de photographe. Et le dimanche, quand les temps étaient très durs, je retournais chez Bob et Maman pour bien me nourrir. Et c'est au pire et le soir, je passais 2 heures par jour à faire les poubelles pour trouver, en fait, faire de la récup des vieux meubles. Pour me meubler dans mon petit appart que je payais très durement, de manière gratuite, et je faisais mes premières expos très minables. Et c'est à ce moment-là que j'ai mangé bio. Parce que je suis tombé sur un livre qui était visionnaire à l'époque, c'est une autre assiette, que je vous mets en droit, qui a décidé de ma vie. Il y a toujours des livres, des rencontres qui décident de notre vie très souvent. On s'en rencontre après coup. Et là, ce livre expliquait très bien ce qu'on est en train de discuter. Et là, je me suis dit, mais mince, mais on manque de la cochonnerie. Et j'avais quand même un problème. Il fallait que j'ai des sous. Et à cette époque, je m'achetais, comme tout le monde, des boîtes de conserve, des pizzas, et je mangeais mal, quoi. Et que je chauffais très très rapidement, et mon seul souci, c'était du prix, donc du prix. Et j'ai eu ce livre qui m'a fait un truc, et j'en ai parlé à une amie qui m'a dit, mais tu as raison, qui mangeait bio, pour ça que je lui en ai parlé. Elle m'a dit, mais tu as vu tes mains, et à cette époque, j'avais des croûtes. Le docteur, il m'avait dit que c'était normal. Il m'a dit, les croûtes en naturopathie, ça veut dire que ton corps, tu le nourris mal. Et les parties faibles, elles sont dures, elles se squament. Donc, ça veut dire que tu es mal nourri et que dans 20 ans, tu auras d'énormes problèmes de santé. Évidemment, 9 jeunes sur 10, vous leur dites dans 20 ans, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est « Oh, ben j'ai le temps !» Non, ça m'a quelque part marqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle me dit, il faut que tu manges bio. Ouais, je le sais, mais c'est dur. Elle m'a dit, tu veux que je t'aide? Je lui ai dit, ouais, il y a 2 mois, ouais, parce que là, je ne vois pas comment. Je suis convaincu par le bouquin, mais je fais comment? Et vous savez ce qu'elle a fait? Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle a pris un de mes sacs poubelles. Elle a ouvert mes armoires où je stockais mes boîtes de conserve. Elle les a tout mis, elle les a balancés par la fenêtre. Ça a fait un bout de camp d'enfer. Mais t'es folle! Tu es folle, tu as bouffé toute ma bouffe. Tu as balancé pour 100 euros. Mais moi, je fais comment? Elle m'a dit, tu te démerdes. Yes. Et vous savez ce que j'ai fait? Dès le lendemain, je me suis dit,
il faut dire qu'elle me connaissait bien, elle avait titillé mon orgueil, et je vais te montrer, je peux me démerder. Et comme j'étais jeune photographe de mode, à cette époque, je connaissais des très jolies filles. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de dentistes ou d'avocats, je me faisais très facilement des amis parmi des gens, en fait, mariés, des dentistes, des avocats, des ingénieurs, des architectes qui venaient pour différents prétextes. Et en fait, je n'étais pas dupe, c'était pour mes cops. Et je me suis dit, tiens, j'en ai parlé à mes cops, j'ai dit, dites les filles, vous êtes quand même le canon. On ne pourrait pas faire tous les 15 jours une petite fête chez moi et vous leur demandez de venir, mais avec de la bouffe. Alors, elles ont fait passer le mot, et puis eux, bien sûr, comme ils voulaient très bien se le faire voir, ils venaient avec de la super bouffe de chez Fauchon, de l'épicerie fine, et j'étais obligé d'avoir ensuite 2 frigidaires. Et j'avais résolu mon problème de bouffe. Évidemment, ce n'était pas bio pour la plupart, mais je le revendais, et je m'emmerdais avec les cops, et je prenais mon argent, et je m'achetais bio en en fait à la place. Tout ça pour vous dire que, après, je vais quand même vous donner 2 ou 3 petits conseils très, très, très pratiques, mais quand on veut, on peut, quoi. Le génie humain qui distingue, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est son génie, sa capacité de réagir à des situations qui n'existaient pas avant. Un chat, il est très bien armé pour une vie de chat, il n'est pas bien armé pour une vie d'aigle. Mais un homme peut être dans un environnement très différent de l'un de l'autre. Il a son cerveau qui est beaucoup plus analytique, qu'on appelle le néocortex, et vous savez ce qui nous distingue, entre autres atouts de l'animal, et qui permet de résoudre des situations. Mais ça, en général, l'homme, il est aussi quand même feignant, hein, donc il évite de s'en servir. Et quand on veut, donc on peut. Ce que je vous suggère aussi, c'est d'acheter bio le moins cher possible en GMS. Et surtout, si ça ne suffit pas, c'est quand même trop cher, ne prenez que des céréales. Voilà. Parce que la céréale, c'est quand même 60% de l'alimentaire. Et un paquet de riz bio, il est que 10-20 centimes plus cher, hein, qu'un paquet donc, normal. Et ce n'est pas ça qui va vous donner. Donc, un minima les céréales. Ensuite, autant que vous pouvez des légumes et le sucre, si vous aimez le sucre. Parce que le sucre, quand il est blanc, c'est une véritable catastrophe. C'est un aspirateur à vitamines. Pour pouvoir, sans rentrer dans les détails, comme il est raffiné, pour pouvoir être assimilé par l'organisme, non seulement il ne vous apporte pas de vitamines, d'oligo-éléments, surtout des oligo-éléments que l'on trouve dans le sucre, mais en plus il vous pompe pour que l'estomac et le système digestif puissent l'assimiler. Il vous pompe déjà le peu d'oligo-éléments que vous avez. Donc c'est simple, vous achetez bio, vous prenez principalement tout en bio dans les céréales, et ce qui est sel, sucre, tout ça qui n'est pas trop cher en bio. Et le reste, vous ne prenez pas bio. Et quand vous pouvez, vous basculez ensuite en légumes et en dernier lieu par la viande, et essayez de ne pas trop avoir la main trop lourde sur la viande. Oui, c'est simple en fait. Si vous faites ça, c'est déjà pas mal. Étape par étape. Oui, oui, la règle est, je m'adresse à des gens qui sont en master de psycho ou plus. Faut y aller par étapes quand on veut faire de la transformation. Et, vous voyez, je n'essaie pas de vous convaincre de tout abandonner, c'est idiot. Mais une dernière petite recommandation, travaillez cette histoire, faites en sorte que ça vous titille, c'est mon rôle, hein, c'est de vous titiller. Essayez de continuer, si ça vous intéresse bien sûr, de vous informer, fait un travail sur vous-même, quoi, autant que vous pouvez. On va passer du coup c'est la dernière question, c'est ça? Ouais. Le bio remplacera-t-il l'agroalimentaire? Est-ce que nous tournons, c'est la dernière aussi? C'est en train d'être le cas. Les valeurs du bio sont en train de remplacer l'agroalimentaire. Je précise une petite nuance. Le bio en tant que tel, non, il fait que 6% du chiffre d'affaires.
Mais maintenant, on évite d'avoir la main trop lourde dans les pesticides, même si on en fait. Ça, c'est grâce à la bio. On a des filières. Vous l'avez vu maintenant, il y a plein de pubs. Si vous regardez la télévision, si vous êtes plutôt la génération quand même Netflix, Ouais, sans télé. vous ne regardez pas, mais demandez à vos parents, ils vont vous répondre, bah oui, il y a des pubs, des filières depuis 2 ans. Que ça. Une filière, c'est quoi? C'est simple. C'est plutôt qu'une grande surface ou qu'une marque, elle achète du lait, de la matière de base, le moins cher possible. Et quand elle veut, ou elle veut, provoquant une misère chez les agriculteurs, parce qu'elle les met en concurrence entre eux, et elle se donne tous les droits, mais elle n'a donc aucun bon devoir. Si tu es toujours trop cher, je te largue. Maintenant, on a des filières où on contractualise. On s'engage à un producteur à le payer plus cher que les cours donc internationaux. Et en plus, on s'engage pendant 5 ans. Sous-entendu, s'il a un problème, le producteur, il est obligé de vendre un peu plus cher ou des difficultés. Et on va s'arranger pour maintenir le contact. Bon, ça, cette notion de filière, c'est une invention de la bio. Les filières ont toujours existé. Mais c'était des filières très lâches. Un peu comme une histoire d'un soir dans un couple. On est ensemble et quand ça ne nous plaît plus, un jour ou un an après, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de règles pour la tacite. Et un couple, vous le savez, en fait, c'est pas ça. Un couple, s'il est bien, il peut se défaire, bien sûr, mais pas très facilement. Sinon, ce n'est pas un couple. Là, il y a une vraie filière, il y a des notions d'engagement qui sont mutuelles. Ça, c'est bio. Et maintenant, c'est en train de devenir très très courant. Toutes les grandes marques, depuis 3 ans, y passent. Donc vous voyez, c'est pas forcément la bio en tant que label, mais les grandes valeurs de la bio, elles ont déjà en fait commencé. C'est récent, ça date de 4 ou 5 ans. Et la bio en tant que telle, bien sûr, elle progresse. Et il y a des labels qui ne sont pas bio, mais qui sont aussi de très bonne qualité, comme le label rouge, qui se défend pas mal avec les Bombay Réserve, qui ne sont pas aussi équilibrés, qui veulent bien le prétendre, comme le Bleu Blanc Cœur, le HVE par exemple, mais qui sont quand même des labels qui sont bien, qui sont intéressants. Donc oui, c'est en train d'être le cas. Surtout que la bio, elle agit comme une étoile polaire, elle agit comme en fait un imaginaire, un paradigme. Même si les gens sont contre la bio, ils ne veulent pas faire de bio pour X raisons, la bio, elle est là, quoi. Elle a quand même du charisme. Sinon, il n'y aurait pas cette journée-là sur les questions sur la bio. Ça attire, ça dérange. Donc, elle donne un petit peu c'est un guide qui dit dans quelle grande direction on doit aller, même si ça doit prendre 20, 30, 40 ans pour s'y rendre. Dans ce cas-là, est-ce que le chat a une question? Pas de question du chat pour le moment. On a vu le moment aussi. Il y a des dérives concernant le bio. Oui, mais le fautif n'est pas suivant. Je pense qu'on s'est pas mal attardé au début. Prétendre qu'il n'y a pas de dérive, c'est naïf. Mais il y a un label, il y a des organismes, il y a des gens pendant très très longtemps qui ont fait du bio alors que c'était considéré comme ringard ou simplement pas rentable. Pour avoir des dérives là, c'est un petit peu compliqué. Et quand il y en a, ça vient très souvent. En tout cas, les dérives les plus importantes, elles ne viennent pas du bio, elles viennent de mafia, de spécialistes de la triche que on trouve aussi dans l'agroalimentaire normal. Il y a régulièrement des scandales. Scandale de la viande de cheval, de la vache folle. Et moi, je dirais que les dérives les plus graves, ce ne sont pas celles qui sont faites par des malhonnêtes. C'est une société qui est obsédée par la course au prix, et qui a cru un peu trop naïvement que même avec un prix bas, on a de la qualité, et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, quand plus vous prenez le sujet, vous serez dans le bio, vous apercevrez que la qualité, quelle qu'elle soit, elle a un prix. Après, c'est à vous de décider si vous le mettez. Et quand vous êtes prêt à le mettre, vous utilisez votre
capacité de vous adapter à des situations ou des petites astuces comme celles que l'on a vues, de commencer par les céréales. Ça vous augmentera votre budget de 10,15 €, vous voyez, c'est très raisonnable. Vous aurez une qualité alimentaire qui aura strictement rien à voir. N'oubliez pas quand même une chose, je pense que vous le savez, l'organisme, votre corps, vous avez 25 ans, vous avez déjà changé 2,5 fois de corps. Vous le savez ça. Ok, bon, vraiment. Pas de taille de... C'est le concept bouddhiste de l'impermanence. C'est-à-dire que quand vous avalez un repas, vous avalez, vous transformez, vous intégrez les molécules du steak, de la tomate bio, vous les prenez, le corps prend ce qui l'intéresse et il l'intègre. Ça va se retrouver dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau. Le reste part sous forme d'excréments aux toilettes. Donc petit à petit, à chaque repas, vous prenez des molécules qui sont usées, qui partent sous forme de sueur ou de peau ou dans les selles, et vous les remplacez par des nouvelles. Et ce processus, il dure 7 ans. En 7 ans, vous avez votre corps à l'apparence identique, mais en fait, il n'a strictement rien à voir. En fait, vous êtes devenu ce que vous avez mangé. Donc, si vous avez bouffé 150 ingrédients au lieu de 4 pendant 7 ans, vous êtes devenu cette pizza et cette crème fouettée ou cette île flottante. Et oui, vous êtes complètement détraqué. En fait. Comme vous avez un bon capital santé, j'ai un problème d'argent, c'est pas grave parce qu'il y a mon papa qui m'a mis plein de sous en banque. Et oui, mais à un moment, et vous allez mettre la carte bleue et il n'y a rien qui se passe, découvert. Et là, vous n'êtes pas préparé. Et votre corps s'écroule. Donc ça, c'est la plus grave pour moi des dérives qui ne concernent pas le bio, c'est l'industrie. C'est qu'on nous vend des aliments qui nous font dériver très rapidement en 20-30 ans. En reconnaissant, bien sûr, que nul n'est parfait dans le bio, mais que si risque il y a, on les trouvera plus volontiers donc ailleurs sous d'autres formes que dans le bio. J'ai une question concernant tout ce qui est du coup agriculture. Est-ce qu'un champ bio peut être à côté d'un champ qui n'est pas bio? Et du coup, on aurait des dérives au niveau des pesticides qui pourraient, via le vent, aller dans le Oui, champ. bien sûr, c'est une question intelligente. C'est intégré dans le label, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir trop. Et alors, ça dépend si vous cultivez des tomates, de l'apiculture, il y a des variantes, mais c'est quand même intégré. Après, ça ne peut pas être parfait parce que le vent, si on veut être sûr et certain qu'il n'y ait aucun effet, il faudrait que ce soit à 200-300 km, mais vous allez trouver un autre champ qui est pollué. Parce que la bio, ça ne représente que quelques pourcents de la surface utile. Donc forcément, mais bon, l'expérience montre que si vous vous éloignez à une durée, déjà ce risque diminue de manière drastique. Après, on vit à cause de l'industrie, de l'agriculture industrielle dans un monde pollué. Et on ne peut pas reprocher à la bio trop ce qui vient des autres aussi. Mais c'est déjà pas mal. Et pour vous rassurer, c'est quand même, encore une fois, pris en compte dans le label, même si ce n'est pas perfectible parce que c'est impossible. Merci. Super intéressant. Voilà, je mange bio depuis votre âge. Hein. J'ai commencé à 25 ans. Donc, j'ai 62 ans. Je pense que pour mon âge, vous ne voyez pas tout mon visage, vous voyez ma peau et tout. Donc, je vous donne une preuve vivante que quelque part, ça marche. Ne vous fiez pas trop à la science, parce qu'elle évolue vite. Par exemple, à mon époque, dans les années 1990, c'est pas il y a très longtemps, hein, c'est 30 ans, quoi. En 90, la science prouvait que le pain complet non seulement n'apportait pas plus de valeur nutritionnelle qu'un pain bête blanc chimique, mais qu'en plus c'était dangereux pour le corps. Maintenant, la science dit qu'effectivement, le pain complet, c'est mieux. Alors, qu'a fait le pauvre gars?
qui s'est fait à la science, eh ben, il a bouffé 30 ans de la merde, et le pauvre, il est mal. Seulement, il ne peut pas aller se plaindre. Et on se fie à quoi alors? Un peu de bon sens, faites des recherches, et ça, le champ, il est ouvert. Vous avez une très bonne formation, vous êtes des futurs psychologues, vous êtes très bien formés, on vous a quand même, outre votre compétence en psychologie, on vous a enseigné à analyser des stats, à vous faire votre propre opinion. Je me trompe ou pas? Non, c'est ça. Mais si on se met dans la peau peut-être des personnes qui nous écoutent ou des gens qui ne sont pas. Ça, c'est votre travail, Ouais, vous êtes des- le psychologue. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est pas le mien. Ah, vous avez la communication. On peut filer des coups de main et voir ce qu'on peut faire. Soyez déjà un exemple pour vous-même. Je vais terminer par une anecdote. Quand on se passionne pour un sujet, que ce soit le bio ou autre chose, on traverse tous en psychologie ce que j'appelle une période ayatollah. On est tellement convaincu que c'est génial de sortir avec une fille aux cheveux blonds et pas aux cheveux bruns, de manger bio, qu'on veut convaincre la planète entière, tout le monde fait des conneries et on se sent donc un ayatollah. Il faut convaincre le monde, on va changer le monde parce que nous on a tout compris et puis pas les autres. C'est inévitable. Et moi, j'ai eu ma petite période à Ayatollah où j'ai cassé les pieds à tous mes potes. Et j'ai commencé en 85, j'ai arrêté en 91 parce que j'ai constaté que j'en avais converti zéro. 91, c'est vrai, ça fait 10 ans que je mange bio, j'étais moins Ayatollah parce que pour moi c'était normal de manger bio. Et j'embêtais plus mes potes. Eh bien, j'en convainquais tous les ans, sans rien faire, sans effort, deux ou trois. J'étais surpris. Tiens, j'ai mangé bio. Ouais, c'est grâce à toi. Mais j'ai rien fait. Ben oui, mais il y en a un qui m'a donné la clé parce que je n'avais pas compris à l'époque. Oui, mais ton frigo a du bio. Ben voilà, soyez un exemple pour les autres. Intéressez-vous, ne convainquez personne, parce qu'on est tous des influenceurs. Hein. L'influenceur avec ses potes, vous en convainquez 2-3 par an, c'est énorme. Si en plus vous êtes destiné à devenir influenceur à une échelle plus ou moins médiatique, vous allez en convaincre beaucoup plus. Et convainquez toujours par l'exemple. Quand vous vous intéressez aux stars du bio sur Instagram, c'est un autre truc en psychologie, ils font ce qu'ils disent. Star zéro déchet, elle dit faites de la permaculture. Ben, il y a 10 ans, elle avait lu donc un livre. Et elle convainquait ses clientes que c'était génial et elle ne le faisait pas forcément en fait elle-même. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Maintenant, elle vous dit voilà, j'habite un petit pavillon et j'ai 100 mètres et j'ai fait de la permaculture et j'en ai bavé et je vous raconte mon histoire et au jour le jour. Il y a un phénomène d'identification qui se passe, c'est humain, il y a des notions de progrès, on ne joue pas les donneurs de leçons et ils ont 50 000 vues sur Instagram. Et une fois, 2 fois par semaine, il y en a qui disent qu'ils ont franchi le pas grâce à elle en achetant du dentifrice solide, du shampoing solide, de la brosse à dents et écologique, en ayant acheté des plantes bio. Donc voilà, soyez un exemple pour les autres et surtout essayez-vous de vous changer vous. Parce que si vous ne changez pas vous, que ça reste des études très intéressantes, non. Ça, je l'ai compris, vous voyez, quand une fois je suis tombé sur un truc en disant que les gens qui étaient les moins éthiques, c'était les profs d'éthique. Ah ouais, ça c'est ce qu'il y a de génial là, sur sociologie, c'est qu'on fait des études qui ont l'air de servir à rien les 3 quarts du temps. Mais quand on creuse, et ça m'a titillé parce que, à ma grande honte, je m'étais aperçu que je faisais pareil. Je m'accordais des libertés que je n'accordais pas aux autres sous prétexte qu'on me percevait comme quelqu'un de éthique et qui mangeait bio. Donc, c'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment être un exemple pour soi-même. Donc, travaillez déjà sur vous. N'essayez pas de convaincre parce que vous avez lu et vous vous enflammez. Essayez déjà de tester ça sur vous. Et si ça marche, surtout, n'en parlez pas. Ou si vous en parlez, prouvez par les faits que vous le vivez. Et non pas avec convaincre avec des stats, avec des graphes et des beaux discours que c'est un tel qui l'a dit. Voilà, en fait, c'est l'approche cognitive pour moi, c'est la plus efficace. Pour convaincre les gens de changer de vie, c'est l'approche cognitive, c'est l'approche par l'imitation, par le
comportement. L'approche cérébrale, ça ne marche pas trop. Ça, je vous parle 30 ans d'expérience de la psychologie du consommateur. Je vous livre la quintessence de mon expérience, si je peux dire. Voilà. Ça peut être ça a dû te faire bizarre, justement, toutes ces années où tu travaillais dans l'agroalimentaire. À côté, tu mangeais bio. Et comment dire? Non, je me disais, comment tes potes ou les gens que tu connaissais percevaient ça par rapport au bio? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais pas embrouiller dans la question. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu étais en mode justement ayatollah, et tu essayais de convaincre tes amis de manger bio, ils te rétorquaient pas ça sur le côté de. Non, parce que je vois ce que tu veux dire. Il ne te disait pas tu manges bio, mais en même temps tu bosses pour une industrie agroalimentaire hyper polluante, non? Parce que vous vous rendez pas compte d'où on vient en 30-40 ans. Ça, vous ne le réalisez pas. Hein. Si vous pouviez avoir une machine à voyager dans le temps, dans le temps en cours, hein, 40-50 ans, c'est assez peu à l'échelle d'une société. Une société, ça vit 2 à 3 000 ans. Non, parce que déjà, le simple fait de manger bio, même si on travaille dans une usine d'armement, c'était déjà quelque chose de fou. C'est tellement fou de manger bio à cette époque-là qu'on pardonnait tout sur à côté. Maintenant, ce serait moins logique. Donc, il faut toujours situer, ça c'est un principe quand on s'intéresse dans la prospective, il faut toujours situer bien une époque, les règles de l'époque et les codifications de l'époque si on veut comprendre, parce que le contexte était très différent. Les gens étaient persuadés qu'ils mangeaient bien. Ils étaient persuadés qu'il n'y avait pas de pollution, que la société était propre, que c'était des problèmes de malades imaginaires. Ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient manger bio, puisqu'ils étaient convaincus que la nourriture qu'ils trouvaient chez Leclerc était parfaite. Donc on passait pour des artistes, pour des emmerdeurs, pour des idéalistes, pour des gens qui n'avaient rien en fait compris, pour des doux rêveurs et des naïfs. C'était nous les naïfs. Donc le simple fait, pour répondre à ta question, que je mangeais bio, c'était déjà, j'étais un ovni. Alors que maintenant, dans les critères de bio de maintenant, je serais un primo-entrant. Voilà, j'ai une vie très polluante et je mange bio, donc je suis un primo-entrant. Mais à l'époque, j'étais presque Gandhi. Vous allez repousser, vous, encore plus loin ces frontières-là. Quand vous aurez passé votre phase grosse fête, ça c'est normal, il faut que je naisse pas, et moi j'en ai bien profité. Et croyez-moi, je me suis bien gavé. Mais à 28-29 ans, on rentre dans une autre phase de sa vie, vous le savez très bien, vous êtes dans la psychologie, vous connaissez bien les différentes phases de trucs, on voit les choses autrement. Profitez bien de votre truc, ne soyez pas trop pressé. Mais rien ne vous empêche déjà de prendre des engagements. Moi, je les ai pris quand j'avais 25 ans, je vous les montrais. Et avec le recul, je me suis super réclaté. Je me suis donné un challenge et j'ai rendu ma vie jeune, intéressante. Et j'ai dit fuck. C'est une expression que j'apprécie, qui vient des années 70. Là, on a peut-être quelque chose à vous apprendre, ce qui vient des années 70. À un moment dans sa vie, à soi et pour les autres, il faut savoir dire fuck. C'est mes règlements. On peut se planter, mais au moins, on a dit fuck. C'était le mot de la fin. On arrive au moment où on va rendre l'antenne. Je pense que j'en dire pardon. En tout cas, merci pour tout. Ça a vraiment été un plaisir. Et du coup, on a l'activité Ton ordi plante par HCC qui va bientôt commencer. Donc retrouvez le lien pour les rejoindre sur notre événement Facebook. Et vous pouvez également retrouver